Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube, juste ici, ou pareil en description, il y a tout le chapitrage. En description, vous avez aussi des liens vers tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Discord, Instagram, TikTok et j'en passe et des meilleurs. Voilà, sur ce, bah, on va commencer maintenant. Bon, et ben, avant-dernier tome de Astro Boy, donc le sixième tome de cette anthologie. Alors, c'est bon, c'est que moi j'ai marqué anthologie en 6 tomes, maintenant il y en a 7. Je crois qu'à la base il y en avait 5 de prévus. Peut-être que j'ai une grosse bêtise, mais pour moi il y en avait 5. J'ai des tomes avec marqué 5 anthologie en 5 tomes, et ça me paraît logique parce que finir l'anthologie avec l'un des plus grands arcs de Astro, c'était totalement logique. C'est vrai que bah, le tome 6 et clairement en dessous, il est vraiment, très en dessous, de ce qui a été fait, avant dans l'anthologie. De toute façon, l'arc du robot le plus fort du monde, c'est quasiment un one shot, il fait 180 pages. Là où on a 3 histoires, qui font 60 pages, qui sont sympathiques, où on est vraiment sur le mélange, le parfait mélange entre un truc accessible aux plus jeunes avec, des petites histoires sympathiques. Genre notamment la troisième histoire avec, le mec de l'espace qui vient avec son jaguar à 6 pattes, qui en fait est une créature un peu bizarre et cetera. C'est cool, c'est plaisant, mais en même temps derrière il y a un petit propos qui est derrière, qui est intéressant. L'histoire avec le dernier jour de la Terre, avec cet alien à poil, avec, des ailes d'ange dans la tête, qui rappelle un petit peu Satan de Gonagai. C'était cool aussi, mais c'est vrai que comparé à la montée en puissance qu'il y avait dans l'arc du robot le plus fort du monde, on est un cran en dessous, mais ça reste quand même, plaisant à lire et bah, la semaine prochaine, ça sera le dernier tome de l'anthologie Astro Boy. On approche tout doucement de la fin de Initial D. Il reste plus que 2 tomes. Alors, le tome avec le dos encore casé, je sais que Kazé récemment, a rediscuté par rapport à ses dos parce que, bah, clairement, les dos noirs, c'était pas terrible, terrible. J'ai fait une petite digression par rapport à ça et je parlerai après du tome 46, hein, excusez-moi. Et surtout, bah, alors ils ont recommuniqué en disant: «Ouais, on l'a compris, vous aimez pas les dos uniformes noirs», ce qui est complètement moche. On dirait des dos d'Urban Comics. Alors j'ai rien contre Urban Comics, mais c'est vrai que ça fait très austère, donc c'est un peu dommage, surtout qu'il y a des couvertures avec des dos, très jolis, très colorés qui donnent une identité à la série, pas à l'éditeur. Et il faut pour moi que ça soit une identité de la série, pas de l'éditeur. Alors il y a des gens qui disent: «Ouais, mais on pourrait faire une couverture recto verso, avec le dos, casé, avec le dos, Crunchyroll». Alors, je ne suis pas juriste, je n'y connais rien en loi, mais vu que Crunchyroll a racheté, Kazé, je me demande si est-ce que en termes de législation, ils ont le droit d'utiliser encore leur logo? C'est ça. Après, le bol, c'est que le logo Kazé et le logo Crunchyroll sont, plus ou moins semblables. C'est un petit logo orange, donc de loin, ça se voit pas trop dans une collection. Le problème, c'est qu'ils ont quand même changé aussi la charte graphique. C'est-à-dire que maintenant, il y aura un petit personnage ici, là où il y a des titres où il n'y avait pas avant, comme Kaiju numéro 8. Donc je sais pas, et bon, on peut toujours commander, les couvertures de tous les titres qu'il y avait avant, mais c'est un non-sens. Genre, Initial D, il y a 46 tomes. Réimprimer 46 couvertures pour, plein de gens parce que, allez, mettons qu'il y a 100 personnes qui veulent les dos, Crunchyroll, ça fait 4 600, ça c'est 46 fois 100, ouais c'est ça, ça fait 4 600 couvertures à réimprimer, à expédier. Ça coûte du pognon, surtout avec l'inflation et le prix de la matière première. Je trouve que c'est un non-sens, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur pognon. Maintenant, Initial D tome 46, bon, bah, on est sur, la dernière course, où, Takumi va affronter un mec qui a la même voiture que lui, mais qui a quelques options différentes. Sur c'est une 5 portes, lui c'est une 3 portes, et cetera. Ce qui fait que, en termes de conduite, c'est un petit peu différent. Donc là, on va voir le match final, le duel final, la confrontation finale. Voilà, bon, plus que 2 tomes. J'espère qu'on les aura pas dans 3 ans, parce que plus que 2 tomes, mais mine de rien, comme je dis à chaque fois, moi j'ai commencé Initial D pendant le confinement, il y avait une quarantaine de tomes. Depuis, on a avancé de 3 4 tomes. C'est n'importe quoi. Et voilà, Initial D en tout cas, c'est trop bien. Je vous conseille toujours autant. Maintenant, est-ce que les prochains tomes auront un gros dégueulasse ou sont dans cette logique? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. On passe maintenant à Oshinoko, tome 4, donc on a fini l'arc où Aqua passait dans une terre-réalité, avec des histoires de relations amoureuses, et on est plus sur Ruby et donc la naissance de son boys band, enfin girl band, son groupe d'idoles. Euh, j'ai un souci avec Oshinoko, c'est que vu le rythme de publication qu'on a eu, c'est qu'on a quand même eu 2 tomes en début d'année,
et depuis on a eu 2 tomes de plus. Bah, je trouve que ce rythme très lent ne sert pas le récit, c'est que, bah, là j'ai lu le tome, et j'ai un peu décroché du récit. Et c'est un peu dommage parce que voilà, c'est un titre que j'attendais énormément parce que c'était quand même Aka Akasaka qui était au scénario, donc l'auteur de Kaguya-sama Love is War. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le début, mais j'ai des bons souvenirs des 2 premiers tomes. Mais c'est vrai que bah, le tome 3 il est sorti il y a longtemps et est très espacé avec les 2 premiers tomes, ce qui fait que bah, là, à l'heure actuelle, j'ai du mal à me dire: «Ah, ça sera mon top 10 des mangas de l'année», et même là, j'ai même envie de me dire: «Est-ce que je vais continuer la série?» Je suis vraiment à ce point-là. C'est vraiment pas que c'est mauvais, mais c'est juste que je suis pas rentré dedans. Le tome 3 était il y a tellement longtemps, j'ai des vagues souvenirs du tome 3 que bah là, je suis retourné dedans, je fais: «Ouais, je sais plus qui tu je sais plus pourquoi tu fais ça», et c'est un peu dommage. Peut-être que je vais me relire les 4 tomes pour le tome 5, mais en tout cas, là, c'est vrai que le rythme de publication que s'est imposé Kurokawa pour cette série a pour moi desservi le récit. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont pas décrocher aussi de la série, parce que bah, chaque tome est trop espacé. On verra, en tout cas, c'était un tome sympathique, mais c'est vrai que je vais pas en dire plus parce que bah, en fait, je l'ai pas savouré à sa juste valeur. On continue dans les mangas qui sont très espacés avec Remonster, le tome 6. Pareil, je crois que ça fait genre 1 an et demi, 2 ans que le tome 5 est sorti. Alors je sais que le manga, lui, par contre, au Japon, il a un rythme assez bâtard. C'est que c'est des chapitres de 20-30 pages qui sont publiés tous les mois. Donc pour faire un tome de 150-180 pages, faites le calcul, ça prend beaucoup de temps, ça prend quasiment une année entière de sortir le nombre de chapitres suffisant pour faire un seul tome. J'avais lu le manga il y a très longtemps en scan, et je me souviens que c'était horrible d'attendre 30 pages tous les mois, et je me dis mais en fait le manga va s'amener dans 50 ans, parce que bah au rythme de publication, si c'était au moins un bimensuel, je dis pas, mais un mensuel, c'est beaucoup trop lent. Voilà, après c'était sympathique, il y a pas mal de gros moments, notamment bah, l'évolution du pote du héros qui devient Minotaur, la copine du héros qui devient une vampire noble, et qui en plus obtient le titre de Impératrice des Glaces et femme du roi des démons, etc. Voilà. Il y a des moments marquants, mais c'est vrai que encore une fois, je sonnais plus. Genre, comme par exemple, il y a les enfants du héros, j'ai fait ouais. Alors, c'est les enfants de qui déjà? Parce que je sais que c'est ses enfants à lui, c'est qui les mères? Et j'avais aucun souvenir de qui étaient les mères, et il n'y a aucune explication de lignage, donc c'est un petit peu pas cool. Mais voilà, Remonster c'est pareil, c'est comme Oshinoko. Je continue parce que j'aime bien le titre, c'est un de mes isekai préférés, même si c'est pas l'un des plus grands. Mais voilà, je continue, même malgré le rythme de un tome tous les 6 mois, 1 an, qui n'est pas la faute de Toto cette fois, mais qui est plus dû à la rythme de publication japonais, même si je crois qu'il y a 3-4 tomes d'avance maintenant au Japon. Je crois que Toto a mis quand même pas mal de temps à le sortir. Voilà, donc j'espère que le rythme sera un peu plus nerveux, et je sais pas où en est le manga, si on est proche de la fin ou du début par rapport au light novel. En tout cas, moi je continue, j'aime bien Oshinoko, Remonster. On parle maintenant de Horimiya, tome 6, tome très sympathique. Alors j'aime bien avec... Il y a une petite blague quand on a la couverture par rapport à ce personnage-là, parce qu'elle dit je suis en couverture, mais je suis pas dans le tome, c'est pas normal, c'est bizarre. Donc on est toujours, pour moi, sur des chapitres qui ont été adaptés dans l'animé, sur Wakanim, maintenant Crunchyroll, si je dis pas de bêtises. Bah, j'ai pas grand-chose à dire parce que là, c'est des chapitres que j'avais déjà des histoires que j'avais déjà vues plutôt, mais qui passent des fois un peu mieux, genre notamment l'histoire avec Sakura, donc la membre du BDE qui est amoureux de Ishikawa et qui lui fait des gâteaux fleurs de Sakura, et elle lui dit: «Ah, j'aime bien les Sakura», et elle devient toute rouge. Bah, ça passe beaucoup mieux dans un chapitre de 20 pages que dans un épisode enfin, dans un passage de 5-10 minutes d'épisode, qui est très long, et finalement tu te dis: «Tain, 5 minutes d'épisode pour 5 ou 10 minutes pour voir ça». C'était un peu dur. J'ai bien aimé le petit passage où Ori est un peu jalouse que Miyamura ait un peu plus la cote auprès des filles. C'était sympathique. Même quand il y a le passage aussi, il y a un copain du collège de Miyamura qui apparaît, qui est un petit peu bagarreur, et que Ori dit: mais toi tu le touches, t'es mort. Vraiment cool. J'ai bien aimé le passage avec le président du BDE, le fait que ça soit un petit peu un couard et que sa copine aime bien les moments où il fait preuve de courage envers elle. Sympathique. Il y a aussi le fameux passage sous-entendu que bah, Zizi Pampan entre Ori et Miyamura, qui est beaucoup plus explicite dans le manga que dans l'animé, où tu sous-entends, mais je trouve que le manga est un peu plus explicite sur surtout le passage où un moment elle lui mord le cou et tu dis oh, ouais, votre relation est un poil trop charnelle, là, ça va pas. Bon, de toute façon, on s'en doutait dans l'animé, mais c'est vrai que le manga, j'ai l'impression, est beaucoup plus explicite, ou alors c'est parce que je connais la suite. Mais en tout cas, Horimiya, toujours aussi bien, j'apprécie toujours autant cette petite comédie romantique. On passe maintenant à Blue Period, tome 11. Alors, j'ai relu le petit résumé parce que je me dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu le tome 10 et que j'ai un peu en tête. Alors, de ce que je vois, c'est qu'on est bientôt à la fin de la première année d'université du héros Yatora, et je ressors avec un petit côté.
j'ai 4-5 tomes où il est à l'université, et je trouve que c'est 4-5 tomes où je me suis fait grave chier. Clairement, c'était très long, s'il y avait plus ce côté galvanisant où le héros découvrait quelque chose et se lançait dans une passion à cœur perdu. Là, il se retrouvait, un petit peu perdu du fait que, bah, il est peut-être allé trop haut et qu'il a pas assez le niveau et c'est un peu dur pour lui et bah, ce tome 11 est très bien parce qu'en fait, le héros, il y a une petite pause, c'est les vacances, et donc il va bosser bah, dans un petit club de peinture du quartier, et il retrouve sa prof du lycée qui tient ce truc-là, qui a dit Moi, mon job au lycée, c'est un job à côté. Celui-là, c'est mon principal. Et il y a toute une relation qui se fait entre Yatora, les profs, et surtout les élèves qui sont, en plus, ils se retrouvent avec les CP-CE1 du club, enfin du cours de peinture. Et je trouve ça super intéressant parce qu'ils découvrent l'intérêt des enfants pour la peinture, et certains ont des passions un petit peu différentes. Il y en a un qui veut faire des mechas, et donc bah, quand il comprend ça, il dit bah fais des mechas, on va faire des cours pour que tu fasses du mecha design. Il y a une petite fille où ses parents lui mettent une pression dessus, et bah il se passe des choses par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça super cool. Là où les tomes sur Gay Day, putain, qu'est-ce que je me suis fait chier. Là, tout le passage à l'université, c'était chiant. J'espère que l'auteur va reprendre un nouveau souffle avec ça et que ça va devenir plus intéressant. Parce que j'avoue que pendant quelques temps, je me suis dit, est-ce que je me prends le tome 11? Parce que j'avoue que l'arc université, il est grave chiant. Et là, le tome 11, nouveau souffle, et je trouve ça très bien. On parle maintenant de Fairy Tail tome 24, donc c'est la conclusion de l'arc avec Freya, qui est un petit peu dommage parce que elle rejoint pas finalement la guilde de Fairy Tail, ça aurait été un bon moyen de la faire rejoindre, ou alors c'est mis sous le tapis et on la reverra plus tard, mais pour moi on la revoit plus du tout du manga. Donc c'est la fin de l'arc du Village du Soleil, donc qui a une petite qui était vraiment le petit entre-arc entre le tournoi et l'arc de Tartaros, avec l'introduction tout doucement de Tartaros, on nous parle des 9 démons, etc. Donc on a le petit retour du tonton de Natsu, Flammatlas, Flammatlus, je sais plus c'est quoi son nom, ou Inferno, je sais plus, bon, le démon du feu, le dragon du feu qu'on avait vu pendant l'arc du tournoi, vraiment cool. Et donc, introduction de la dernière grande guilde illégale, Tartaros, qui est peuplé que de démons qui n'utilisent pas la magie, mais les malédictions. Et donc, il commence à niquer tout le conseil magique. Et donc, il va y avoir. Il y a. Le truc, c'est qu'en plus, Fairy Tail protégeait certains. Enfin, était avec certains membres du conseil et ex-membres du conseil. Ils ont attaqué Luxus. Le passage où Luxus dit je vais aspirer toute la. Tout le maléfice autour de moi. C'était vraiment badass. Et Natsu qui dit vous avez touché à Fairy Tail, on va vous dégommer. En plus, le moment où il y a aussi Mira Jane et Erza qui se battent ensemble contre les démons, trop cool. Bon, elles se font enlever, elles se retrouvent à Walp, la Schneck à l'air. Ça, c'est. Je sais que c'est le temps où je me souviens de ces passages-là en scan, où les gens disent, mais faut qu'ils arrêtent, Machima là. Là, elle passe plus de temps à poil qu'en armure, Erza. C'est n'importe quoi. C'est vrai que là, entre l'arc du soleil, enfin du village du soleil, où elle se retrouve à poil, enfin petite, et après elle a le cul à l'air, et là, cet homme-là, où elle est complètement à Walp, il a un problème. C'était sympathique, c'était le début de l'arc Tartaros, qui pour moi dure très très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a quand même 9 généraux à affronter, enfin 9 membres de Tartaros à affronter, il est très très long, pour moi il est quasiment aussi long, voire peut-être même plus que l'arc de la tournoi magique. Il y a beaucoup plus de bastons que l'arc du tournoi. C'était des fois des petits défis, donc il n'y avait pas forcément que de la bagarre. Et on a aussi un petit chapitre bonus sur, bah, souvenez-vous, pendant le tournoi magique, on l'avait dit, l'équipe A ou B de Fairy Tail qui gagnera, qui sera la victorieuse, pourra imposer un gage à l'équipe perdante. Donc comme c'est l'équipe B qui a gagné, ben, ils imposent des gages à Natsu, à Gray. Donc Jubia demande à Gray de lui donner à manger, enfin donne à Becky à Gray. Natsu et Luxus, Elfman deviennent les esclaves de Luxus pendant une journée. Pareil pour Erza qui devient l'esclave de Miragen et qui se prend des queues là en tant que soubrette. Lucie est de devenir la bunny girl de Gajil. Et Wendy, elle passe un petit moment sympathique avec. Comment s'appelle la fille de Gildarts? J'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. En tout cas, un petit tome sympathique qui est le début d'un arc. Le tome suivant va être un peu plus nerveux parce qu'il va sûrement y avoir un peu plus de bagarre contre Tartaros. Et pareil, on parle un peu plus bah, de Hand, qui est quelque chose de très important pour la suite de Fairy Tail. Mais ça, j'en dis pas plus. Petite lecture de poids avec Lone Wolf Uncub, le 4e tome de cette édition colossale de chez Panini. Je trouvais que les 3 premiers tomes étaient sympathiques, mais il manquait ce petit côté fil conducteur. C'était des petits épisodes feuilletonnants où on sentait pas forcément un long récit qui se dégageait. Et dans ce tome-là, bah, en fait, c'est tout le contraire. C'est qu'on a l'arrivée du fameux clan qu'on avait vu dans le tome 2 qui avait causé la perte du héros, Ogami, Ito Ogami. Et donc là, le clan devient un peu plus vénère contre lui. Ils envoient plus d'assassins, plus de membres pour l'affronter. Donc là, on sent quand même que
le grand méchant est apparu, enfin est là, il était déjà apparu, mais ça y est, il devient un peu plus important et il va commencer à faire chier un peu plus Itogami. Et la fin du tome se finit sur quelque chose, tu dis, waouh, vivement le tome 5. Alors, il y a un petit mot au début de, je crois que c'est Xavier Hébert qui fait un petit mot, je sais plus c'est qui fait, qui donne il y a au début il y a une petite préface et il dit, ouais, à l'époque, Xavier Gilbert, qui donne une petite préface, et qui dit, ouais, à l'époque, les gens, ils étaient complètement fous parce que, bah, et tu peux pas savoir la suite. Bah, c'est vrai que nous, on finit le tome et on se dit, bon, il en reste encore 8, donc ça va difficilement finir, surtout que, bah, je sais qu'il y a une suite à l'Homme Cup où cette fois, c'est le petit qui est grand et qui protège son père, donc forcément, si tu penses qu'un des deux personnages va mourir à la fin d'un tome ou d'un chapitre, ben, sachant qu'il y a une suite, bah, ça me marque moins, même si je comprends le principe de dire, waouh, là c'est chaud. À la fin du tome, tu dis, waouh, c'est chaud, comment ça va être la suite? Surtout, j'ai hâte de voir comment ils vont se retrouver. Ça, c'est intéressant. Et c'est ce que ça va durer longtemps ou non. En tout cas, Lone Wolf and Cub, toujours aussi bien, et je vais arrêter de le tenir parce qu'en fait, il pèse un loup mort, ce truc-là. C'est vraiment super lourd. On parle maintenant de comics avec Transmétropolitan tome 2, donc, qui s'appelle aussi Année 2. Donc, bah, vu qu'en fait chaque tome compile 12 chapitres et qu'il y a un chapitre par mois aux États-Unis, ça me paraît logique. Donc, ça a été la deuxième année de publication de Transmétropolitan. Donc là, il s'appelle Année d'élection, donc c'est composé de deux arcs qui s'appellent Année d'élection et une ville de vilains ou une ville de criminels, je sais plus c'est comment, ou les nouvelles racailles, je sais plus. La nouvelle racaille. Et donc, bah, comme j'ai dit, hein, c'est une année d'élection. Le tome, en plus, la couverture le montre avec ses candidats, etc. Vraiment cool. Alors, encore une fois, très no pasaran, la révolution, anti-système, antisocial, tu perds ton sang-froid. Parce que c'est vraiment toujours dans ce délire-là, très urbain, c'est vraiment acide comme titre. Je suis pas forcément autant emballé à ma lecture que pour Fable. Fable, je kiffe ce côté fantastique, polar noir, etc., avec des créatures issues des contes. Là, Transmétropolitane, c'est quand même beaucoup plus... bah, c'est de la science-fiction, mais un peu plus social, un peu plus... Il y a un côté engagé où l'auteur, il voulait, je pense, déverser sa haine ou son mécontentement envers quelque chose. Ça reste quand même plaisant à lire, mais je pense que quand j'aurai lu l'intégrale de Transmétropolitane, donc les 5 tomes, ça sera beaucoup plus simple pour moi de relire et me dire, ah ok, maintenant je comprends, maintenant que j'ai une vision globale de l'œuvre, ça sera peut-être plus simple, et j'apprécierai peut-être encore plus le titre. En tout cas, bah, j'attends avec impatience le tome 3 qui sortira au mois de janvier ou février, parce que Urban, en fait, alors je l'ai dit sur Twitter il y a quelques jours, c'est très bien ce qu'ils font, en plus les titres qu'ils annoncent au fur et à mesure des vagues, mais ils font des vagues de 10, et en fait entre chaque vague il se passe 5-6 mois, c'est un peu dur quand tu suis un titre sur plusieurs tomes, ça veut dire tu auras peut-être la fin que dans 3-4 ans. Alors, j'ai lu des mangas, on sait que c'est 3-4 ans, mais c'est vrai que, par exemple, Fable, on a 2 tomes qui sont sortis, le tome 3 il sortira dans 6 mois, enfin dans quelques mois maintenant, le suivant dans 6 mois, et tu dis, mais il y en a 10. Si on a 2 tomes par an, dans 5 ans on a la fin, c'est un peu long. Peut-être raccourcir, peut-être les délais, ou alors proposer moins de titres, mais plus de vagues, mais avec moins de titres. Comme ça tu peux piocher ou non dans les trucs qui t'intéressent, parce que c'est vrai que, encore une fois, je peux comprendre. Sortir 10 tomes d'un coup, c'est un coup. Tu dis, tout va se vendre du premier d'un coup, donc tu veux attendre un petit peu avant la prochaine vague. Mais peut-être sortir 4 tomes et tous les 2 mois, ça serait peut-être plus intéressant. Comme ça, si dans les 4, il y a mon Transpatholian, je le prends. Si de la prochaine vague, il y a mon Fab, je le prends, etc. Ce qui me permettrait d'avoir un rythme de sortie de vagues nomades assez fréquent, sans avoir à attendre 6 mois, parce que là, j'ai peur que dans 6 mois, Transmétropolitane, je passe à autre chose, Fab, je passe à autre chose, et que d'autres gens passent à autre chose. C'est un peu... Je sais pas comment ils ont réfléchi, ou alors peut-être que c'est pour l'instant, c'est pour lancer le plus de titres, et qu'ensuite, une fois qu'ils auront lancé plein de petites séries avec plusieurs tomes, ils feront ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça me saoule un petit peu de me dire, le prochain tome de Fable et Transmétropolitane, ça sera dans au mois de février. Alors, c'est cool, on aura Preacher qui va arriver, on va avoir une autre série, c'est Y, le dernier homme. Donc, il y a plein de petits titres intéressants qui arrivent, mais ça me fait quand même un petit peu chier. Petite transition entre le monde des comics et le monde des BD avec le second volume de Lore Reader, donc cette anthologie par le label 619 dirigé par Ron, donc le papa de Mutafukaz. Donc dedans on a 3 histoires, donc la première qui est vraiment, j'ai bien aimé au début, j'avais un peu peur avec le design, la couverture, j'ai dit, ouh, je sens que ça va pas me plaire, où c'est des petits gamins qui vivent dans un bidonville, trafic de drogue, meurtre, etc. Et donc toute une histoire de t'as tué quelqu'un, on va se venger,
l'un des petits voit un meurtre et donc il pète un câble. La seconde histoire, c'est plus sur les idoles, alors coréennes, donc un petit peu les girls band à la coréenne, où quelqu'un pète un câble. Tous les harcèlements social sur les réseaux. Sympathique aussi, mais j'ai un peu moins aimé. Et la troisième histoire, donc qui est celle qui est en couverture, avec une histoire d'une indienne où on lui dit attention, tu pars ce soir, mais il y a des filles qui se font tuer. Elle se fait embarquer, enfin pas embarquer, mais accompagnée par un flic quand elle fait du stop. Et ce flic, c'est un tueur en série. Et donc, elle-même, c'est une tueuse en série. Et en fait, elle tue le flic. C'était vraiment cool, ce rebondissement. Et après, comme d'hab, il y a des petites explications sur chacun des titres. Toutes les recherches qu'ils ont fait, notamment sur la troisième histoire que j'ai trouvé la plus intéressante. En même temps, c'est celle qui est en couverture. On nous explique qu'il y a beaucoup de tueurs en série qui aiment l'autorité, donc qui deviennent des flics parce qu'ils ont ce contrôle, ce pouvoir. Je trouvais ça vraiment cool. Pareil, tous les délires de recherche sur les girls band, enfin les idoles à la coréenne, vraiment cool. En tout cas, Low Reader, toujours aussi bien. Et j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un petit marque-page en forme de corbeau qui était offert avec, qui était dedans. Vraiment cool. Voilà, Low Reader, en tout cas, si vous connaissez pas, foncez. Et Doggy Bag, pareil, foncez. Vous pouvez prendre n'importe quel tome, c'est une anthologie, il n'y a aucune continuité. Alors, mis à part dans Doggy Bag, il y a peut-être un personnage qui réapparaît dans 2-3 histoires, mais il n'y a pas vraiment besoin de connaître la continuité pour savourer l'histoire. Et on finit avec le troisième œil, donc de Olivier Ledroit, donc le papa de Requiem, Chevalier Vampire. J'étais pas du tout au courant que ça sortait ce mois-ci, c'est quand je suis allé chez mon libraire, j'ai fait « Ah, le troisième œil, le second tome, qui fait 150 pages quasiment, bah, je vais le prendre, et je l'ai dévoré, c'est trop bien. » Alors, le tome 1 était quand même très métapsychique, avec le héros découvrait tous ses pouvoirs, il s'entraînait, on lui disait ouais tu vas avoir le troisième œil, tu vas pouvoir voir ça, quatrième œil, tu vas faire ça. J'ai pas forcément tout compris. Le second tome, c'est beaucoup plus de l'action où il s'appelle en plus Le Veilleur du Crépuscule, donc notre héros Michael est devenu un chevalier, donc il va traquer les démons, les créatures psychiques. Donc il y a beaucoup plus d'action. On voit aussi la grande menace donc du troisième et normalement dernier tome qui apparaît à la fin du tome, qui va être donc le grand méchant, un petit peu luciférien dans son apparence. Il y a beaucoup aussi de scènes de cul. Genre le tome s'ouvre sur un 69 entre le héros et sa copine, qu'on va découvrir ensuite dans la suite du tome, ou comment il l'a rencontrée, une slave. Euh, voilà, c'est très bien, le troisième œil. Après, ça reste quand même pour un public averti, mais ça reste quand même une lecture très plaisante. Et vivement le troisième tome qui est marqué apparaître, mais vu que le tome 1 est sorti il y a un an, je pense pas que je l'aurai avant fin d'année prochaine. Mais en tout cas, troisième œil, c'est très bien. Et il faut vraiment que je me fasse d'autres œuvres de Le Droit. Il m'en reste un titre ou deux qui m'intéressent dans ma wishlist, mais il faut que je regarde à nouveau. En tout cas, troisième œil, j'ai beaucoup aimé. Et il faudra qu'un de ces quatre, je me refasse les Requiem parce que j'ai acheté deux tomes, je les ai toujours pas lus. Donc peut-être qu'un de ces quatre, je vais les relire et je reparlerai dans les vidéos, mais je sais pas encore quand. Voilà. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram. Voilà, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.